Vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, ma conférence s'intitule « Ma quête des voyages hors du corps ». Donc, tout ce que je vais vous raconter m'appartient, c'est mon histoire, c'est mon vécu, c'est ma façon de voir que je vous partage, et je la remets le plus possible dans le paradigme de Stéphane et Catherine pour avoir des points de repère compréhensibles par nous tous ici. Voilà. Donc, pendant plus de 2 ans, j'ai couru après les lieux qui me permettaient de sortir de mon corps. Donc, je vais commencer par vous parler de mon histoire avant mon premier voyage hors du corps, pour vous donner le contexte de départ. Voilà, donc c'est la première partie, le début de mon histoire. Donc, je m'appelle Jean-Pierre. Ce prénom a été choisi, ou plutôt imposé par mon père. Je suis né dans une famille que je qualifierais de normale. Mon père était artisan dans le bâtiment et ma mère était commerçante. Enfant, jeune adulte, je n'avais aucune perception et aucune culture ésotérique. Mes parents étaient des bons vivants, attachés au plaisir bien matériel. La médecine était allopathique. J'ai fait des études techniques et scientifiques qui m'ont conduit à une première carrière professionnelle en tant que professeur de technologie. Dans cette première partie de ma vie, la logique, le mental, l'esprit cartésien étaient les seuls guides. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que mon fonctionnement, ma créativité était déjà très intuitive. Tout a commencé en 2013. J'attendais une personne qui consultait un bioénergéticien et l'idée est venue là comme une évidence, c'est cela que je deviendrai. Et c'est dans mes premières lectures que je découvris les livres de Stéphane Cardino, à commencer par Bioénergie et par les 2 tomes de géométrie sacrée. J'ai commencé à sentir avec les mains, puis assez rapidement j'ai eu une période d'ouverture de la clairaudience qui a duré quelques mois avant de se refermer pour revenir plus tard. 3 ans après les premiers pas, en 2016, je rencontrais Stéphane et Catherine pour le voyage en Alsace. Et peu de temps après cette rencontre, la clairvoyance des énergies se mit en place. Mon ressenti corporel et la mise en œuvre de celui-ci s'affinaient de plus en plus. Alors, la clairvoyance des énergies donc, se mit en place, et pour moi la clairvoyance des énergies se distingue de la médiumnité, car c'est un état cérébral, alors que la médiumnité est un sens extracorporel. C'est donc 3 ans plus tard, en juillet 2019, dans cet état d'ouverture de mes sens, que je fis mon premier voyage. Alors, la deuxième partie, qu'est-ce qui m'a donné envie d'expérimenter ces voyages et mon premier voyage? Alors, c'est là que tout a commencé. Enfin, pas exactement encore à Andalo, mais à la page 272 du livre de Bioénergie. C'est donc à la lecture de Bioénergie, notamment du passage où Stéphane décrit son voyage dans le tube de la chasse reliquaire de Saint-Richard à Andalo en Alsace, qui m'a donné envie d'expérimenter ces voyages. Je reprends le texte de Stéphane. Stéphane décrit ainsi son voyage. Après quelques instants, je me retrouve éjecté de ce tube, je dirais plutôt éjecté du corps. Flottant au milieu de nulle part, tout devint obscur, puis s'illumina et surgit une entité féminine. Je le cite car il y a là des éléments importants d'un voyage hors du corps tel que je l'ai défini, et je reviendrai sur cela. Me voici donc, 3 ans après cette lecture, en 2016, avec Stéphane et Catherine, sous la chasse de Saint-Richard, avec l'espoir, l'envie, le désir de vivre ce voyage. Donc, pour vivre le voyage, il faut se mettre sous la chasse. Donc, on peut se mettre soit assis, debout. Alors, moi, j'étais debout, et j'avais la tête qui touchait juste le plancher de la chasse. Donc, j'étais juste à la bonne taille. Résultat de cette première tentative.
l'énergie qui monte dans le corps, puis la tête qui vibre comme si j'étais dans le cockpit d'un avion qui essaye de franchir le mur du son, et rien d'autre. Stéphane et Catherine qui se regardent, puis qui me regardent en disant, un seul commentaire, 800 Hertz. Je sais, il faut un décodeur pour comprendre ce commentaire, j'y reviendrai. Bref, me voici un peu frustré par cette première tentative qui se résume par un échec. Mais le voyage initiatique en Alsace fut sur d'autres points très riche en enseignements et en transformations qui, j'en suis sûr, me prépare à une prochaine réussite de voyage hors du corps. 3 ans s'écoulent. Et toujours pas de voyage hors du corps à mon actif. Nous sommes en juillet 2019. Je retrouve Stéphane et Catherine pour une semaine de vacances dans les Pyrénées béarnaises. Alors, avec Stéphane, les vacances peuvent être parfois studieuses. Les devoirs de vacances, c'est de faire un maximum de mesures pour tester la nouvelle grille ressenti lieu. On se retrouve donc devant le tumulus de l'Escout, proche de Laurent-Sainte-Marie, muni d'une couverture et de l'ordinateur pour faire les mesures. Alors la couverture, c'est pour se coucher, ici, là, à la place du mort. La première qui se colle à l'expérience, c'est Catherine, puis Stéphane et enfin moi. Je me couche à la place du mort, je ferme les yeux, mon corps devient de plus en plus lourd, et paf, le mental d'un coup passe sur off. Je suis aspiré dans un tunnel, puis une lumière intense, et un visage de femme guerrière qui me regarde droit dans les yeux. Je prends le temps de me réveiller, ou plutôt de revenir dans mon corps. Je rejoins Stéphane et Catherine et raconte mon expérience. Nous avons eu tous les trois une vision d'une femme guerrière. La grille ressenti lieu confirme la présence de la vibration de féminin guerrier sur le plan spirituel, et nous en déduisons que c'est probablement la tombe d'une guerrière. Cette première expérience fut le point de départ de ma quête des voyages hors du corps qui dura plus de 2 ans. Ah oui, que je vous dise. Je suis retourné en 2021 en Alsace avec l'intention de voyager dans les tubes de la chasse. Eh bien, je l'ai fait. J'ai vu Sainte-Richarde qui m'a remis mes attributs, enfin une frustration de guéri. Alors, troisième partie. Un voyage hors du corps, c'est quoi? Alors déjà, il faut faire la différence entre l'information du plan spirituel qui descend dans le corps et l'esprit qui quitte le corps. Ici, moi, je vais m'intéresser à l'esprit vagabond. Je vais vous expliquer, selon moi, la différence entre un voyage astral, un hors du corps, un voyage hors du corps. On ne sera peut-être pas tous d'accord sur la terminologie, mais bon, là, c'est moi qui fais la conférence, donc je vous donne la mienne. Alors, un voyage astral, c'est quand on s'échappe dans ce sommeil, ou parfois d'une façon très consciente sur un autre lieu. Voilà, il y a des gens qui font ça vraiment très bien et qui se retrouvent, par exemple, à un endroit où il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent à un endroit où il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent au bon moment, quoi. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est du vécu. Un hors du corps, c'est quand on sort de son corps et on se retrouve à côté de son corps. En général, on se voit extérieurement. Cela peut se produire au moment d'une souffrance énorme dans le corps et c'est une façon de se dissocier de la douleur. Enfin, on arrive au voyage hors du corps. Dans ma façon de voir, un voyage hors du corps est dans la structure, les étapes très proches d'une expérience de mort imminente. C'est comme ça que je les ai vécues, surtout au début, comme une expérience de mort et de renaissance. Pour vous expliquer cela, je vais prendre la page 41 du livre Structure vibratoire de Stéphane et Catherine. Alors, si un jour on me demandait de prendre une seule page d'un livre pour partir sur une île déserte, c'est cette page que je prendrais. Pourquoi? Parce qu'avec cette page, on explique énormément de choses, même un livre de 200 pages à 1 minute chrono. Donc je reviens à mon voyage hors du corps, en étapes. D'abord, les étapes corporelles. Étape 1. Rassurer et endormir le corps.
Étape 2. Le corps doit être très stable pour que le mental soit rassuré et accepte de perdre le contrôle et de lâcher l'esprit. Le rôle du mental, en fait, est de maintenir l'esprit dans le corps. Si le mental ne lâche pas le contrôle, ben vous savez quoi? C'est le mental qui a peur. Il ne veut pas lâcher l'esprit. Et bien, la tête vibre comme dans un avion. C'est pouvoir s'y le suivre. Il passe le mur du son. Et paf, on a droit au fameux commentaire 800 Hz. Si ces étapes sont OK, le voyage peut commencer. Étape 3. L'esprit sort par la fontanelle et commence une ascension verticale dans le tableau ci-dessus. D'où la sensation souvent de flotter et de monter. Alors il y a une constante. Le voyage commence toujours par le passage dans le tunnel avec la lumière au bout du tunnel. Avec une certaine habitude, cette étape passe très vite. Alors pourquoi le tunnel et la lumière? Car c'est juste la première fréquence, c'est la sortie de la fontanelle. Donc juste là, à 845 Hz. Voilà que je me mets à parler comme Stéphane Catherine. Ensuite, vous montez et vous franchissez des paliers. À chaque étape, vous vivez une expérience. Et à un moment donné, vous touchez un plafond. Ce plafond est lié à un empêchement. Et c'est à partir de là qu'on amorce la redescente dans le corps. Chaque palier ou étape correspond à une fréquence du tableau ci-dessus, qui aide forcément dans la signature vibratoire du lieu qui sert de support au voyage. Quatrième partie. Comment cela se passe sur les premiers voyages et comment ça évolue dans le temps? Enfin, je vais parler surtout pour moi. Au début, j'ai fait tous mes voyages sur des lieux. Je montais et j'explorais les points actifs extracorporels du champ d'information du lieu. Les points qui sont vécus, que je vivais avec le plus d'intensité, sont ceux qui résonnaient le plus avec moi. Voici un exemple d'une mesure de lieu. Donc ici, on a la partie qui correspond au plan spirituel. Donc si on regarde les points les plus marqués sur le plan spirituel, cela donne les étapes probables d'un voyage. Donc là, si je prends les étapes, je dirais, à partir de 17, donc on voit sur le rose à 20 l'effet tunnel, donc ça c'est le passage dans le tunnel. On voit à 17 sur l'argent qu'on a une vibration de féminin sacré, donc la vibration mariale. Donc il est fort possible qu'on parte à la rencontre d'un esprit féminin. Et sur le plan scintillant, on a à 20 la phrase suivante: capacité à intégrer durablement dans ces cellules le bonus de l'expérience. Alors cette phrase-là, moi, en général, quand j'atteignais cette phrase-là, quand je rencontrais cette phrase-là, je la vivais comme un soin. Comme un soin que je qualifierais ici de cellulaire ou parfois un soin dans l'ADN. Donc, maintenant, je vais vous montrer ma mesure à mon retour du voyage. Donc, c'est un lieu qui m'a servi de support de voyage. Donc, ceci, c'est ma mesure au retour de mon voyage. Je suis encore alors porteur, je me mesure juste après le voyage, et je suis alors encore porteur du champ d'information du voyage vécu à ses étapes principales. C'est le même lieu que tout à l'heure, c'est après ce voyage-là. Donc on trouve sur rose l'effet tunnel, le passage vers une autre dimension, donc ça c'est bien le passage dans le tunnel. Sur l'argent, après, vous retrouvez esprit du lieu, présence féminine. Donc je rencontre une présence féminine. Et puis ici, vous voyez que mon voyage s'arrête sur le blanc opalescent. Donc quand j'ai fait ce voyage-là, je ne suis pas monté jusqu'au blanc scintillant, donc je n'ai pas eu droit au... C'est bon, je ne toucherai plus. Je n'ai pas eu droit aux soins cellulaires. Une chose d'importante que je vous disais, c'est que ça, c'est dans mes premiers voyages, que je vivais vraiment ces voyages comme une expérience de mort et de renaissance, et vous le retrouvez ici sur le cristal, donc dans cette zone-là, expérience de mort et de renaissance.
Alors, pour faciliter le voyage, il faut que le lieu aide à lâcher le contrôle mental. Donc il doit avoir soit la fréquence du lâcher du contrôle mental, c'est la fréquence du lobe préfrontal, le fameux 800 Hz, et ou, ça peut venir en complément ou ça peut remplacer, une énergie tellurique suffisante pour stabiliser et endormir le corps et le mental. Donc si je reviens sur le lieu précédent, non, ici, donc vous voyez ici que sur le magenta, le lieu avait la fréquence du lâcher du contrôle mental. Donc ici, ça facilitait vraiment le départ de l'esprit. Donc mes premiers voyages, je les ai faits en choisissant des lieux plutôt avec une base tellurique. Donc l'explication, c'était justement pour pouvoir partir plus facilement. Et en me couchant sur une couverture, pour être au plus près du sol et assurer une stabilité du corps. Donc ça, c'était important au départ de pouvoir vraiment assurer la stabilité du corps, pouvoir assurer le corps et être au plus près de l'énergie tellurique. Alors, je sentais mon corps progressivement s'immobiliser, s'endormir et d'un coup mon mental lâcher. Je basculais en mode cérébral delta, rêve lucide et sommeil profond, je n'avais plus de conscience corporelle, le cerveau gauche était sur off, seul le cerveau droit avait une activité. Donc là, j'ai pris la page 123 du livre Science et conscience de l'invisible de Stéphane Catherine. Donc le mode delta, il est en bas ici. Donc c'est le mode rêve lucide, sommeil profond, que je peux appeler aussi sommeil régénérateur. Et on voit ici que le cerveau gauche n'a plus d'activité. Donc on n'a plus de conscience corporelle et plus de conscience de l'ici maintenant. Seul le cerveau droit a une activité. Donc à force de faire des voyages, petit à petit, le mental prenait l'habitude et n'avait plus peur de ses expériences. Et je commençais à faire ces voyages en mode θ et en mode alpha. C'est-à-dire que plus j'avançais, plus j'avais conscience de mon corps, et du ici maintenant dans le mode alpha. Donc vous voyez que le mode θ et le mode alpha, ce sont deux états méditatifs. Donc on n'est pas en mode sommeil profond. Et sur le mode θ, on commence à avoir une petite activité du cerveau gauche. Donc là, je commence à avoir la conscience de mon corps. Et sur le mode alpha, donc là, on a la même activité entre le cerveau droit et gauche. Donc en même temps, j'avais la conscience du ici maintenant. C'est-à-dire que je pouvais voyager même les yeux ouverts. S'il y avait une personne qui passait, je voyais la personne. Ces transitions facilitèrent mes possibilités de voyage. Il devenait possible de faire d'abord assis, puis debout, dans des lieux publics, sans déclencher l'appel des secours. Car je vous assure que quand quelqu'un part en voyage en mode delta d'un coup, cela peut faire peur, très peur aux personnes autour. J'ai fait voyager des dizaines de personnes dans mes stages sur des lieux où avaient des fichiers de la Feeling Box, en les amenant étape par étape au mode θ ou delta. Je me souviens d'un jour où deux amis de passage me demandèrent, en version défi, de leur faire vivre une expérience spirituelle. Je les emmenais sur un lieu sans préparation, les deux partirent en voyage. Mais l'un d'eux partit en gardant les yeux ouverts. D'un coup, il bascula en mode delta, et ses yeux se retournèrent. On ne voyait que le blanc des yeux. On a eu un coup de chaud avec son ami, avec l'autre ami, mais on le laissa partir. À son retour, c'était quelqu'un qui était plutôt assez fermé, mais à son retour, son visage avait changé. Ce n'était plus la même personne. Alors ça aussi, c'est une caractéristique de retour des voyageurs du corps. Quand on revient, on n'est plus le même, on a guéri des choses là-haut, on est mort à départ de soi-même pour renaître. C'est le pouvoir miraculeux des fréquences spirituelles combiné au pouvoir amplificateur de l'expérience du voyageur du corps. Je reviens à moi. Donc, la possibilité de faire les voyages autour du corps en mode θ ou alpha me permit de tester et d'expérimenter d'autres supports, comme les arbres, la musique, les objets, les personnes. D'ailleurs, on peut voyager dans le champ d'information d'une personne. En fait, il n'y a que les limites que l'on s'impose à ce type de voyage. Cinquième partie, maquette, les effets, les apports et les conséquences.
Je me suis longtemps demandé ce que j'allais chercher là-haut. Une simple curiosité, une fuite de la réalité, une quête spirituelle, des guérisons, la recherche de la connaissance et de nouvelles capacités, ou la quête d'un Graal. La curiosité, je crois que si ça avait été une simple curiosité, me connaissant, je serais passé à autre chose au bout de quelques voyages. La fuite de la réalité, oui, effectivement un peu, car quand j'étais tourmenté dans ma vie personnelle, j'avais tendance à partir avec ma couverture pour vivre une expérience. Mais en général, quand j'étais de retour, j'avais aussi les réponses à mes problèmes, donc c'était une solution de facilité. Les plans spirituels ont une valeur de temporalité du futur, et donc, évidemment, que je revenais avec la solution clé en main. Quelques rares fois, quand j'étais là-haut, je n'avais pas envie de redescendre. Là, c'était une fuite de la réalité. Ce qui me fait dire, si votre vie ne vous convient pas, vous avez le sentiment d'avoir une vie très très compliquée, ne tentez pas les voyages hors du corps, car si c'est mieux là-haut, vous n'aurez plus envie de revenir. La quête spirituelle, elle fut assez vite mise de côté pour moi, car j'avais déjà bien compris depuis longtemps que là-haut, ce ne sont que des parts de nous-mêmes que nous retrouvons. La guérison, ça c'était plutôt un bonus. Dans beaucoup de voyages, j'avais la sensation de recevoir un soin cellulaire ou dans l'ADN. Cela dépendait jusqu'où je montais. Cela prenait la forme de me voir couché sur une table ou d'être dans une machine qui me retournait dans tous les sens et d'avoir la sensation vraiment de recevoir un soin. J'avais même l'information, je l'entendais dire. La recherche de la connaissance et de nouvelles capacités, ça aussi c'est un bonus, j'y reviendrai dessus. Reste donc la quête d'un Graal. L'explication, c'est pour la fin de la conférence. Les effets. Après chaque voyage, je me sentais autre. J'avais le sentiment d'avoir touché des états d'être ou des états d'âme particuliers. Je reviendrai sur cette notion d'état d'être ou d'état d'âme. Parfois, je revenais avec des compréhensions sur moi, ou plus largement sur le fonctionnement de la structure de ce qu'on appelle l'invisible, mais de ce que j'appellerais les champs d'information. Plus on monte dans les harmoniques, plus la conscience s'élargit et le principe d'unité apparaît et est vécu. Souvent aussi, je revenais avec l'impression d'avoir reçu une guérison. Ce vécu de retour de voyage, compréhension, état d'âme, guérison, est ressenti par les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Je vais définir maintenant ce que j'appelle les états d'être et les états d'âme. Pour cela, je reviens à la page 41 du livre Structure vibratoire. Alors, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour expliquer ce que l'on ressent en fonction des harmoniques. Alors, petite explication rapide, s'il y en a qui ne sont pas au fait. Donc pour moi, ça c'est vraiment la découverte fondamentale de Stéphane et de Catherine, d'avoir compris en fait que tout ce qui est dans le corps, on le retrouve sur le plan spirituel sous la forme de 3 harmoniques. Donc ici, vous voyez, c'est le plan corporel, ou ce qu'on appelle la fondamentale. Donc vous avez les couleurs vibratoires des chakras, et vous retrouvez ces couleurs sur la première harmonique, sur la deuxième harmonique, et sur la troisième harmonique. Donc ça veut dire que, en fait, l'information qui est inscrite dans le corporel, on va la retrouver sur la première harmonique avec les archétypes de la première harmonique, sur l'harmonique 2 avec les archétypes de la deuxième harmonique, et etc. sur l'harmonique 3. Alors, dans le corps, je parle d'état émotionnel, joie, colère par exemple. Sur la première harmonique, je parle d'état d'être, je suis comme ci ou je suis comme cela. Et à partir de la deuxième harmonique, je parle d'état d'âme. La différence entre un état d'être et un état d'âme, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de trouver les mots pour exprimer ce que l'on ressent. C'est grand, très grand. Plus on monte, plus c'est grand, plus les mots manquent. Moi, quand je revenais d'un voyage où j'étais monté vraiment très haut sur la deuxième ou troisième harmonique, c'était vraiment dans le ressenti, dans ce que je ressentais vraiment dans le corps. Et quand je faisais voyager des élèves ou explorer ces harmoniques-là, en fait, je leur demandais d'essayer de poser les mots le mieux qu'ils pouvaient, et en fait, je ressentais les mots. Je ressentais dans mon corps les mots qui me disaient, et je voyais si ça collait avec ceux qu'ils avaient ressentis là-bas.
Et à partir de là, je leur disais, ok, c'est bon, ce que tu me dis, ça colle bien. Voilà. Mais il est vrai que quand on arrive sur ces harmoniques-là, harmoniques 2 et 3, plus on monte, plus c'est difficile vraiment de trouver les mots. C'est vraiment une expérience que l'on vit, mais on la vit quelque part aussi dans son corps. Voilà. Alors, on a tous un plafond qui n'est pas figé. J'ai fait voyager énormément de personnes sur l'harmonique 1, un peu moins sur l'harmonique 2, et très peu sur l'harmonique 3. Mais ce que je peux dire, c'est que les états d'être et les états d'âme sont bien vécus et différenciés. Alors, une règle, pour ceux qui voudraient tenter l'exploration des fréquences extracorporelles en solo, ne jamais monter trop vite, ou de forcer pour aller plus vite et plus haut. Pourquoi? Parce qu'à chaque harmonique, on réveille crescendo les problématiques des fondamentales et notamment les peurs. Il faut guérir ces peurs sur chaque harmonique avant de continuer, sinon les peurs s'amplifient. Elles s'installent alors dans le causal, puis dans le corporel. Cela peut prendre la forme de problématiques paranoïaques ou duplicité de la personnalité et de divers événements vécus par synchronicité en rapport avec les peurs. Ça, c'est le pouvoir créateur du causal. Je vous dis cela parce que j'ai connu un cas. Voilà, j'ai connu un cas de quelqu'un qui a eu ces problématiques-là. Alors, ces effets délétères sont très bien mis en scène dans le film L'Expérience interdite. Voilà, si vous connaissez le film, vous pouvez voir le film. Voilà, ce sont des médecins qui se donnent la mort exprès pour aller vivre des expériences mort imminentes. Tous ces voyages ont boosté mes capacités et mes possibilités. La liste est longue, mais je vais revenir ici sur celles qui sont les plus importantes pour moi aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'en fait, la plupart des capacités, on va dire, extracorporelles ont bien été cartographiées par Stéphane et Catherine. Donc en fait, plus on multiplie ces voyages, plus on va explorer toutes ces capacités-là. Donc on va toucher ces capacités-là. Donc je reviens sur celles aujourd'hui qui sont les plus importantes pour moi. Donc la médiumnité, qui s'active sur le cuivre, la capacité à voyager, à se repérer dans les différents plans de conscience, la mobilité et duplicité de conscience, qui m'est très utile dans mon travail car elle me permet d'agir sur 2 ou 3 points en même temps de champ d'information. Et ce qu'on appelle l'hyperconscience. Alors l'hyperconscience, je reviens à la page 123 de structure de science et conscience de l'invisible, c'est l'état cérébral gamma. C'est-à-dire qu'on a une conscience accrue dans les 2 hémisphères, et donc on a une présence ici maintenant, et on peut être en même temps présent dans une autre temporalité, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Voilà. Donc ça c'est pour les apports. Les conséquences. Alors, il n'y a pas que des aspects positifs que j'ai sentis. De toutes ces expériences, j'en suis ressorti avec un décalage de mes corps. Après un voyage, on met un bon moment pour revenir dans son corps. On se sent perché, on sent les pieds légers, voire plus en contact avec le sol, on trébuche sur la moindre aspérité du sol, on a l'impression de tituber. Mais ce n'est pas ce type de décalage qui s'était installé. Ce n'est pas simplement le fait de dire que je me sentais perché ou en profil cosmique, même si j'étais passé en profil plutôt cosmique. Je me sentais coupé en 2, mais pas coupé en 2 dans le corps, coupé en 2 sur le plan spirituel, avec un conflit entre les 2 parties. La première partie bien corporelle et la deuxième sur le plan spirituel. Je pouvais être, suivant les moments, dans telle ou telle partie. Au début, j'étais plus souvent dans ma partie corporelle, mais plus j'avançais dans les expériences, plus ma part spirituelle prenait sa place, et pour finir, ma conscience là-haut était active en permanence. J'avais une double conscience. Parfois, il m'arrivait à voir avec des yeux à environ 2 mètres au-dessus de la tête. Je raconte souvent l'histoire à mes stagiaires, où je leur explique que quand je conduisais, je voyais la route avec des yeux physiques, mais aussi avec des yeux qui étaient au-dessus du toit de la voiture. Donc je sais, vous allez me dire que ça devait être très pratique pour les créneaux. Les plans spirituels ont une valeur de temporalité et de potentialité. D'avoir ma conscience active à 2 mètres au-dessus de la tête, environ 2 mètres, voire un peu plus de 2 mètres au-dessus de la tête, était pour mon travail de thérapeute un atout. Car dès qu'une personne rentrait, je voyais ses potentialités. En stage, il me suffisait de tirer mes stagiaires au maximum de ce que je voyais. Par contre,
j'en ai souffert sur ma vie personnelle. Je me sentais en permanence décalé avec les gens, un extraterrestre, dans l'incompréhension totale. Je n'étais pas dans leur temporalité, j'étais dans une autre temporalité, le futur. Imaginez que l'on vous demande quel temps il fait aujourd'hui et que vous donnez la réponse du temps qu'il fait dans une semaine, c'est-à-dire de la neige alors que là il fait beau. Voilà. Les gens qui ont un petit décalage, je les appelle des visionnaires. Ils ont les idées avant les autres. Je les repère assez facilement dans mes stages car ils me donnent toujours la réponse au prochain exercice. C'est-à-dire quand je fais un exercice, ils me donnent la réponse de l'exercice suivant. Je leur explique alors qu'ils sont visionnaires et qu'ils doivent comprendre cela car cela peut induire des petites incompréhensions dans les relations sociales. Et ils me confirment souvent qu'ils ont le sentiment de se sentir mal compris. Un petit décalage, cela se gère. Mais là, 2 mètres, c'était pas pareil. J'ai remarqué aussi ce fort décalage avec les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. J'en ai eu quelques-uns dans mes stagiaires. Je leur repère à leur décalage en les faisant monter progressivement sur le plan spirituel, arriver sur la fréquence où ils ont arrêté leur expérience de mort imminente et où ils ont leur conscience de coincé. Ils me disent tous la phrase suivante: là, je suis chez moi. C'est vraiment la phrase qui ressort à chaque fois. Me voilà donc coincé, comme après une expérience de mort imminente sur le plan spirituel. Les relations sociales en dehors du travail étaient difficiles. Ma vie sentimentale était très très compliquée. Je croisais une femme et je tombais amoureux de ses potentialités. Ces potentialités que peut-être elle n'atteindrait jamais. Je faisais ma déclaration et la réponse était souvent « non, mais tu es un ange ». Un ange, forcément. Dans ma vie personnelle, il y avait un élément que je prenais pour une vérité absolue et je ne comprenais pas pourquoi les faits n'étaient pas là. Ces faits ont mis 4 ans à s'incarner. Je vivais donc dans une temporalité de 4 ans en avance. Voyant la problématique et n'en comprenant pas l'origine, je me suis dit que je n'étais pas assez dans mon corps. Je me suis lancé dans des pratiques sportives corporelles dans l'espoir de m'ancrer et d'être totalement dans mon corps. Mais rien de cela n'a solutionné le problème. Alors ça n'a pas solutionné le problème, mais j'avais quand même une conscience corporelle qui était plus importante. Mais je sentais toujours mon conflit entre mes 2 parties. Plus j'avançais, plus je prenais conscience de ce décalage, de cette coupure et de ce conflit intérieur. Je savais que ma deuxième conscience sur le plan spirituel était une part de moi-même coincée. J'aurais pu prendre cela comme une connexion au monde angélique, mais non, je savais que ça m'appartenait et que c'était une part de moi. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, je me mettais au clavier et je sentais les mots et les phrases couler descendre du plan spirituel. Une amie médium m'avait dit, après avoir lu mon manuscrit, qu'elle sentait que mon livre était canalisé. Je n'aurais pas utilisé ce mot car je ne canalisais pas quelque chose du divin extérieur. Mais cette remarque m'a fait comprendre que c'était ma part de moi là-haut qui me dictait l'écriture. À ce point de l'histoire, j'avais pris conscience que le Graal était cette part spirituelle. Mais quelle était cette part? Je me sentais qu'il me manquait la clé de compréhension. 6e partie, la fin de l'histoire. Nous sommes pratiquement 4 ans après mon premier voyage. Je vous ai dit que cette période a duré à peu près un peu plus de 2 ans. Au bout d'un moment, quand j'ai senti que j'avais vraiment ce décalage, j'ai arrêté les voyageurs du corps et je suis resté pendant pratiquement 1 an et demi avec ce décalage. Avril 2023, exactement le 29, je rends visite à ma mère. Elle me raconte encore une fois l'histoire de mon prénom. Elle perd la mémoire, donc elle me raconte encore une fois l'histoire de mon prénom. Je devais porter le prénom Franck, choisi par ma mère, mais à l'état civil, mon père a choisi Jean-Pierre. Je lui réponds comme à chaque fois que c'était l'esprit de contradiction de mon père. Il avait déjà fait le coup 4 ans avant pour ma sœur. Quelques jours après, le 1er mai 2023, en soirée, je viens d'arriver chez Stéphane et Catherine. Nous discutons au salon, nous parlons d'astrologie et des microplanètes, parfois baptisées par leurs découvreurs avec des prénoms.
Je partage une de mes dernières lectures où un astrologue explique la présence souvent centrale de la microplanète qui porte son prénom dans son thème astrologique. Alors il faut savoir que les microplanètes, c'est, comme il fallait des moyens techniques importants pour pouvoir les découvrir, c'est des découvertes contemporaines. Et à mon sens, les planètes qui sont découvertes ne sont pas inscrites dans la conscience collective et donc ne véhiculent pas d'archétypes. Donc j'avais du mal à comprendre comment on pouvait trouver le bon prénom. Donc je pose la question à Stéphane et Catherine. Comment des scientifiques, a priori bien cartésiens, arrivent à choisir le bon prénom? Stéphane me répond, c'est dans le champ quantique. Donc il a bien fait la différence. Le lien entre la conscience collective et le champ quantique. La conscience collective, c'est une sous-ensemble du champ quantique. Le champ quantique, c'est bien supérieur. Donc ça veut dire que ça peut ne pas être inscrit dans la conscience collective, mais l'information est déjà dans le champ quantique. Sa réponse me reconnecte à l'histoire de mon prénom. Et je demande à Stéphane de me mesurer avec l'émanoscope choisi, avec le prénom choisi par mon père, Jean-Pierre, et celui choisi par ma mère. Dans la mesure, les archétypes les plus occurrents, pour Jean-Pierre, ce sont le bâtisseur et l'architecte. Mon père était artisan dans le bâtiment. Pour Franck, ce sont le médium et le guérisseur. Sur les deux mesures, on distingue bien la coupure sur le plan spirituel. Aucun doute, mon père a projeté que je reprenne son activité, donc que je reprenne son entreprise, et il a imposé sa vision à ma naissance. À la lecture des mesures, tout devient clair. Mon Graal, celui que je suis allé chercher, c'est Franck. À partir de cette prise de conscience, il a fallu quelques jours, à l'aide de lieux telluriques, pour faire descendre l'information bloquée sur le plan spirituel et assister quelque part à la naissance de Franck. Mon caractère a aussitôt changé. Je suis passé d'un profil introverti à un profil extraverti. Beaucoup de blocages se sont levés. Aujourd'hui, je ne suis plus réactif à ma blessure de rejet, c'est ma blessure principale. Mes dilemmes ont disparu et je me sens plus coupé et en conflit. Donc aujourd'hui, je m'appelle Franck Jean-Pierre et je fais un dans mon corps. Voilà. Bon, je m'excuse pour avoir été obligé d'avoir lu le texte, sinon en 3 minutes, je faisais la conférence, je faisais l'essentiel. Salut, c'est moi. C'est ça? Tu as raison. J'ai pas de mémoire, comment dire, je ne mémorise que par l'expérience, et un texte c'est quasiment impossible pour moi de le mémoriser. Donc, je suis obligé de dire, sinon je ne sais pas. C'était très bien, merci. Donc, la suite, en fait, c'est de vous proposer un voyage vibratoire. Donc, c'est un fichier d'un lieu où j'ai vécu une expérience. Je pense qu'il faudrait bien le laisser 10 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, je poserai la question à la fin pour savoir si vous avez senti, si c'est plutôt l'information qui descendait ou si plutôt vous êtes monté. Voilà. Et puis je vous poserai la question, qu'est-ce que vous avez ressenti le corps, si vous avez eu des images qui sont venues, voilà. Pour savoir si vraiment il y en a qui sont partis vraiment en voyage hors du corps, tels que les voyages du corps que je vous ai définis. Alors, il faut le laisser bien 10 minutes, je dirais, parce que il faut que le fichier s'installe. Voilà, il faut vraiment que le fichier s'installe. Et si jamais certains d'entre vous doivent partir, peut-être que certains partiront très vite, mais il faut... Hein? Ça peut déclencher un schéma de fuite. Hein? Tout est libre. Mais il y a toutes les étapes corporelles, c'est-à-dire en fait cette montée d'énergie de corps qui va stabiliser le corps,
qui va presque endormir le corps et endormir le mental. Donc c'est pour ça que, voilà, en fait, que je faisais vraiment faire les expériences sur des lieux où il y avait des fichiers avec la Feninbox et les stagiaires, on passait au moins un quart d'heure dessus. Donc en même temps, je vais ressentir l'énergie de la salle et je vous dirai ce que j'ai senti moi pendant l'expérience. On peut y aller, on y va? C'est bon pour vous, la paire? Vous avez le fichier? C'est quel fichier? Ah, c'est un fichier qui est lié à un lieu. En fait, c'est comme si... Non, il faut pas le donner. Il ne faut pas dire le fichier encore. C'est un fichier de lieu, ouais. C'est ce lieu. On se retrouvait dans un lieu parce qu'on l'a enregistré. En fait, ouais. Comme ça reproduit. Donc c'est un lieu qui nous soutient pour faire ça. Donc momentanément, on est à Crédera et d'autres lieux. C'est parti. C'est bon? Allez, go. Pour l'instant, profitez de vous détendre, quand on sera en totale sécurité, ça se fera de toute façon.
pouvoir couper les fichiers. Je sais qu'il nous descendre. Un peu. Donc, ce que j'ai senti, je pense qu'il y en a qui sont. Je pense qu'il y en a qui ont demandé. Est-ce qu'il y en a qui ont senti juste l'information descendre? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis, mais ils ont senti l'information descendre vers le corps. Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez senti les étapes corporelles? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti la montée d'énergie dans le corps qui a tendance à endormir le corps? Tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout senti ces étapes-là? Non? Tu n'as rien senti du tout ou tu as senti des choses? Non, rien. Pas... Oui? Non? Donc, ça, j'ai bien senti, moi, dans l'ambiance générale, la montée vraiment de l'énergie avec le corps. J'ai bien senti au moment où il fallait que le mental lâche, donc il y avait des résistances dans les dents notamment. J'ai bien senti le fameux passage au 800 Hz. Moi aussi, j'avais du ventilateur. Oui. Et voilà, donc après on attaque les étapes, on va dire, extracorporelles. Je vais vous donner les étapes et vous allez lever le doigt déjà pour savoir, parce que on ne peut pas interroger tout le monde, mais le passage dans le tunnel. Qui c'est qui a senti le passage dans le tunnel? Donc, c'est bien. Donc, on est dans le noir et puis on voit la lumière au bout du tunnel. On peut rester là. Il y a des gens qui ne vont pas plus loin parce que des fois la lumière ça peut faire peur. Donc, à ce moment-là, on dira 845 Hz. Voilà. Et donc le passage dans le tunnel, donc après avec la sortie de la lumière, qui a vu la sortie de la lumière. Ok. Et ensuite, après, il y a l'étape suivante, importante, c'est la rencontre avec un esprit féminin. Qui a vu l'esprit féminin? Je ne sais pas si c'est un esprit. J'ai vu un regard. C'est des visages et un fond vert. Ok, bon, ça peut correspondre. Ouais. Moi, quand j'ai fait l'expérience, j'ai eu vraiment un visage en face féminin. Ça peut être avoir ressenti la douceur du féminin aussi. Comment? Plusieurs féminins? Oui, pourquoi pas, ouais. Après, il faut voir que. Après, il y a ce que le lieu. Ouais. Il y a le lieu, en fait, et puis après, il y a toi, la résonance que tu as avec. Donc, moi, je parle du lieu, mais ça peut prendre d'autres formes. Ouais. Et après, l'étape suivante, en fait, c'est celui que je vous ai montré sur l'écran. Hein. Donc, après, est-ce qu'il y en a qui sont montés beaucoup plus haut et qui ont eu l'impression de recevoir un souhait? Un souhait. Ok. Moi, j'ai aucune des étapes, mais j'ai l'impression d'en recevoir un souhait. Ouais. Alors, des fois, on peut monter directement. C'est l'habitude de voyager. Moi aussi, j'étais direct. Ouais, tu peux monter directement. On ne sautise pas les étapes parce qu'on n'a pas besoin. C'était plus vite devant. Oui, c'est pour ça qu'après, le passage dans le tunnel, au début, c'est très marqué, puis après, on ne peut pas... Il n'y a plus de tunnel après, il y a juste la lumière qui fait. Ouais, moi, c'est ça. Donc, des fois, tu peux monter directement, tu peux sauter des étapes. Quoi. En fait, ça dépend vraiment, le lieu étant un support, et puis ça dépend vraiment
de toi, ta résonance et de ce que tu es prêt à en faire aussi. Ouais. Donc voilà, c'était l'expérience celle que je vous montre à l'écran. Alors c'est une petite table mégalithique qui est dans l'Aubrac, à Vitrac. Elle est toute petite, donc on ne peut pas s'y coucher dessus. On peut juste s'y mettre en tailleur. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'était une table que j'avais vue dans les toutes premières expertises géobio que j'avais fait. J'étais monté dans l'Aubrac pour faire un bâtiment d'élevage. Et elle est sur le terrain de cet agriculteur. Et il m'avait dit, il paraît que c'est une table de sacrifice. Et est-ce que vous pouvez voir si ça ne m'apporte pas quelque chose de maléfique, etc. Et puis j'arrive sur la table et je vois une immense cheminée blanche, un tube blanc. J'ai dit non, c'est bon, c'est positif. Et quelques années après, ça c'est pour vous réveiller, pour vous remettre à l'école. Quelques années après, je suis revenu. Je suis allé voir une amie qui m'a fait visiter, qui habitait à ce coin-là, et puis on a fait tout un tas de sites, et puis on est revenu voir cette petite table mégalite. Et là, à l'époque, j'avais LVA, et j'ai pu mesurer, et en fait, on voit bien le tube, je voyais toujours le tube, donc je m'étais dit au début que je connaissais à Géobio, finalement, je sentais quand même bien les choses, parce que je voyais bien ce tube blanc scintillant, et la mesure Emano donne effectivement la présence d'un féminin, et là, je ne vais pas montrer, mais je l'avais fait le dernier congrès, après le Covid. Et en fait, quand on regarde avec les différentes grilles, c'était pas une table de sacrifice, mais plutôt un rituel de naissance. Voilà, où la fée venait se pencher sur l'enfant et lui souffler sa destinée, ou quelque chose comme ça. Voilà ce que ça racontait avec les grilles d'interprétation du LVA. Donc voilà pour la petite expérience. Et elle est où la table? À Vitrac, en Aubrac. C'était combien de temps? Là? Parce que j'ai pas vu le temps. Là, ça a passé 10 minutes. Après, pendant les voyages, en fait, la notion de temps n'existe pas. C'est-à-dire, on peut faire un voyage de quelques secondes et ça peut nous paraître une éternité, quoi. Ça peut avoir apporté une histoire très longue. Mais il n'y a pas de notion de temps. D'ailleurs, sur la mesure de ce lieu, il y a démarqué le temps s'arrête.